Bien, bonjour à tous. Donc, je suis toujours Jean-Pierre Lereporte. Cette vidéo fait suite à la vidéo précédente où nous vous avions présenté nos activités de recherche à Claude Niébel et à moi dans le domaine de l'électronique organique. Alors, cette fois-ci, nous allons aborder notre aspect de cette visite, c'est l'utilisation de la spectrométrie d'absorption dans l'infrarouge et de la spectrométrie de résonance magnétique nucléaire pour identifier des composés. Et à la fin de cet exposé, on vous proposera deux composés. Le composé que je vais noter A, le composé que je vais noter B. Ces composés sont inconnus et ce sera à vous, à partir des spectres infrarouges, à partir des spectres RMN, d'identifier et de lever cette indétermination sur ces composés. Alors, le premier appareillage que vous allez voir, c'est un spectromètre d'absorption dans l'infrarouge. Vous en avez un ici. C'est cette caisse avec ici un compartiment. Alors vous ne le verrez pas parce que le rayonnement infrarouge, l'œil humain ne permet pas de le détecter. Mais ici, il y a un faisceau de rayonnement infrarouge. Et pour enregistrer un spectre, bien, il suffit de placer l'échantillon sur le faisceau infrarouge. Et vous pouvez ainsi, cet appareil est conçu pour enregistrer l'absorption des différents photons qui arrivent sur l'échantillon. Alors ici, je vous ai reproduit un spectre d'absorption dans l'infrarouge. Il est en anglais. Ici, en abscisse, c'est ce qu'on appelle le nombre d'ondes. Le nombre d'ondes, c'est l'inverse de la longueur d'onde. Il est exprimé en cm-1 et il va de 4000 jusqu'à 500 cm-1. En ordonnée, par contre, vous avez la transmittance ou la transmission exprimée en pourcents. Lorsque l'échantillon transmet tout, n'absorbe rien, cette transmittance est de 100%. Lorsque l'échantillon absorbe tout, il est complètement opaque au rayonnement infrarouge, la transmittance, la transmission est de 0%. Donc vous voyez sur le spectre que chaque fois qu'il y a une absorption, il y a une bande vers le bas. Et ici, vous avez une absorption à 2900 cm-1. Alors sur le spectre d'absorption infrarouge, il est habituel de considérer deux domaines. Le premier domaine va de 4000 jusqu'à 1500 cm-1, et c'est le domaine des fréquences des vibrations de groupe. Le second domaine va au-delà de 1500 cm-1, et c'est le domaine des empreintes. Alors, les vibrations de groupe, c'est quoi? Eh bien, ce sont des vibrations qui concernent un tout petit peu du petit nombre d'atomes, 2 atomes ou 3 atomes. Donc la vibration est localisée sur ce petit nombre d'atomes. L'intérêt, c'est qu'elle ne dépend que de ce petit nombre d'atomes. Il existe donc des tables où vous allez trouver les fréquences. Et par exemple, une vibration d'élongation d'une liaison OH, elle va se retrouver à 3300 cm-1, quelle que soit la molécule. Alors vous avez à connaître un certain nombre de vibrations de groupe, en particulier ce qu'on appelle les vibrations d'élongation des liaisons. On les note par la lettre grecque nu. Alors ce sont par exemple les vibrations d'élongation des liaisons OH, que l'on trouve vers 3003 cm-1. Pour les liquides purs, c'est en général une bande très large qui est due aux liaisons hydrogène. Mais vous avez également des vibrations d'élongation des liaisons CH, que l'on voit ici, CO, CC ou CN. Alors la question est, mais comment faire pour enregistrer un spectre d'un composé? Alors on va d'abord considérer que c'est un liquide. Pour enregistrer le spectre d'absorption d'un liquide, il faut le placer ici, sur le faisceau.
Donc on va utiliser des faces de chlorure de sodium. Alors le chlorure de sodium, ce n'est rien d'autre que le sel de cuisine formé d'ions Na+ et Cl-. Il existe des faces de chlorure de sodium, on peut les acheter. Et l'intérêt de ce matériau, c'est qu'en fait, il est transparent à l'infrarouge. Il transmet la totalité du faisceau infrarouge. Pourquoi? Parce qu'en fait, il est formé d'atomes lourds qui vibrent avec des fréquences très basses, en dessous de 500 cm-1. Donc il suffit, et vous allez le voir, de placer une goutte du liquide entre deux faces et de porter l'ensemble avec un dispositif ad hoc sur le faisceau infrarouge et d'enregistrer le spectre. Pour le solide, c'est une autre histoire. Et vous allez voir qu'on va le disperser dans du bromure de potassium pour obtenir ce qu'on va appeler une pastille. Bien, alors donc revenons-en à notre solide pour lequel on veut obtenir le spectre d'absorption infrarouge. On va utiliser du bromure de potassium, KBr. Alors c'est un solide, vous le verrez, c'est un solide blanc. Il a la propriété, lorsqu'on le met sous une forte pression, sous 4 tonnes de pression, de devenir un matériau opaque, totalement transparent, et qui est sous forme de pastille, un bloc, si vous voulez, un matériau massif, transparent. Et d'autre part, qui est lui aussi, comme NaCl, transparent à l'infrarouge. Il laisse passer le rayonnement infrarouge. Donc ce que l'on va faire, on va utiliser ce mortier, c'est un mortier en agate, pour mélanger le solide avec le KBr. Je le représente ici. Okay. Donc on mélange ces deux composés. Puis ce mélange, on va le porter dans un moule. Vous le verrez. En fait, on l'introduit dans cet orifice ici. Et cet appareillage est conçu de telle façon que on peut appliquer à ce mélange une pression de 4 tonnes. Après quelques minutes, vous allez obtenir une pastille, un solide. Alors le KBr est transparent, mais par contre, vous allez voir là-dedans des inclusions de votre solide. Donc ce dispositif, on va le placer dans le rayonnement infrarouge du spectrophotomètre. Et bien sûr, le KBr étant transparent à l'infrarouge, eh bien vous n'allez obtenir que le spectre de votre composé solide. Alors il a été mis au point très récemment, un accessoire qu'on appelle un accessoire de réflexion totale atténuée. En anglais, c'est ATR. C'est un accessoire qui est coûteux, mais qui permet de se dispenser de faire des pastilles avec une presse hydraulique et qui permet d'enregistrer aussi bien le spectre d'absorption d'un liquide que d'un solide. Alors on vous en montrera un. Ce que vous verrez, c'est ceci. C'est une platine là avec un petit trou. Et bien sous ce petit trou que l'on voit ici en coupe, on trouve un cristal de diamant, suivi d'un cristal de sélénure de zinc. Donc ces cristaux ont un indice extrêmement élevé. Donc ce qui se passe, c'est qu'on envoie là-dedans, vous voyez, un rayonnement infrarouge. Il y a ici une réflexion totale. Il est emprisonné par le cristal de très fort indice. Et il ressort comme ceci. Alors ici, il y a une réflexion, mais en fait, dans la théorie de la réflexion totale, il y a une petite onde qui va sonder le milieu extérieur et qui va revenir. Cette onde s'appelle l'onde
évanescente. Ok. Donc il suffit de mettre un solide ici, et on vous le montrera, pour enregistrer son spectre d'absorption. Pourquoi? Puisque le faisceau infrarouge va être réfléchi, l'onde évanescente va aller sonder le matériau solide, va être absorbé. Il va y avoir des absorptions du rayonnement infrarouge ici, puis il repart ici. Ce qu'il en reste, tout au moins, il est réfléchi, il repart ici vers le détecteur du spectrophotomètre. Donc vous verrez, on vous montrera ce type d'accessoire. Bien, on vous montrera que sur ce type d'appareil infrarouge, on peut très facilement enlever le dispositif qui permet de faire des spectres d'absorption, puisque je vous rappelle, le faisceau traverse comme ceci. Donc on change ce dispositif, cette platine, on l'enlève, et on la remplace par une platine qui permet de faire des spectres par réflexion totale atténuée. Donc ici, c'est un accessoire d'ATR. Ici, c'est un accessoire qui permet de faire de l'absorption. Donc le deuxième appareillage que vous allez voir, c'est un appareillage de résonance magnétique nucléaire, RMN, qui va vous permettre d'enregistrer le spectre de résonance magnétique nucléaire du proton. Alors vous avez un exemple de spectre ici, où vous avez en abscisse le déplacement chimique. Donc vous voyez que vous avez différents signaux qui correspondent aux trois groupes de protons de la molécule, le H, CH2 en bleu, CH3 en vert. Alors, vous savez que quand on regarde un spectre, on regarde le déplacement chimique du pic. On utilise les tables qui permettent d'identifier les types de protons. On regarde également la multiplicité, c'est-à-dire le nombre de pics. Et on regarde la courbe d'intégration, parce que l'intégration, l'air sous le pic, dépend bien sûr du nombre de protons. Donc là, l'intégration va vous donner que ce pic est associé à 1 proton, 2 protons et 3 protons. Donc l'attribution est immédiate. 1 proton, c'est forcément celui-là. 2 protons, c'est celui-là. 3 protons, c'est celui-là. L'examen de la multiplicité permet de confirmer cela. Vous savez que les protons vont donner un singulier, un seul pic, si quand on regarde leur voisinage, on ne trouve pas de protons à moins de 3 liaisons sigma. Vous voyez que ce proton, on trouve un voisin, mais il est à 1, 2, 3, 4 liaisons sigma. Donc ça va être un singulier. Pour ces deux protons, eh bien on trouve à 3 liaisons sigma, on trouve ces 3 protons verts. Okay. Donc ça va donner 3 plus 1, 3 plus 1 raie. 1, 2, 3, 4. Pour le dernier groupe de protons, les CH3 ici, eh bien à 3 liaisons sigma, on trouve 2 protons, donc il va y avoir 2 plus 1 raie. 2 plus 1, ça fait 3 raies. Donc ces règles, vous les connaissez et vous allez les utiliser pour identifier les deux composés inconnus. Je vous rappelle qu'il y a un composé A et un composé B qui sont à identifier au moyen des différents spectres de résonance magnétique nucléaire et d'absorption infrarouge. Bien, donc là vous avez ce que vous allez voir, un spectromètre de résonance magnétique nucléaire. On dit à transformer de Fourier parce qu'il utilise la transformée de Fourier, c'est-à-dire cette opération mathématique inventée par Fourier, qui était d'ailleurs un préfet de Napoléon Ier. Bien, grâce à cette transformée de Fourier, on peut non seulement enregistrer des spectres de résonance magnétique nucléaire du proton, mais également du carbone 13, malgré que ce noyau soit présent en très 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 faible quantité. Donc vous allez voir ceci,
dans la salle du spectromètre d'absorption infrarouge, où vous allez avoir d'abord une espèce de bouteille là. Mais en fait, c'est une gigantesque bouteille thermos. C'est là où vous allez placer l'échantillon à analyser. Cette bouteille-là, c'est là où on va créer un champ magnétique. Et d'ailleurs, vous voyez une chaîne ici qui interdit aux personnes d'aller au-delà de cette chaîne, puisque ce champ magnétique peut être dangereux, en particulier pour les cartes bancaires et pour les clés. Okay. Vous avez cette bouteille thermos. Ici, vous avez une armoire où il y a bourré d'électronique. Et ici, un système de visualisation avec un ordinateur. Alors, revenons-en sur cette bouteille de thermos. En fait, il y a plusieurs enveloppes. Il y a une enveloppe qui contient de l'azote liquide, température d'ébullition à moins 196 degrés. Et puis ici, une enveloppe qui contient de l'hélium liquide, température à moins 269 degrés Celsius. Alors, pourquoi on refroidit autant ici le dispositif? Eh bien, c'est que pour créer un champ magnétique, et il faut un champ magnétique extrêmement intense, on va utiliser une bobine, on va faire circuler un courant dans un conducteur qui est ici. Il faut un champ extrêmement intense, donc il faut réduire au maximum la résistance de ce conducteur, et on utilise un supraconducteur, c'est-à-dire quelque chose, un conducteur dont la résistance est nulle à très basse température. Alors vous voyez ici la bobine qui permet de créer ce champ magnétique. Il y a également des bobines d'enregistrement et des bobines pour faire basculer les spins nucléaires. Alors vous voyez ici un conduit qui est ouvert, et en fait vous allez voir dans un instant que l'échantillon, on le met, c'est le tube rouge là, et bien on va le placer au-dessus, et puis il va descendre lentement avec un flux d'air comprimé qui va l'amener ici, et là vous allez pouvoir débuter l'enregistrement du spectre de résonance magnétique nucléaire, et quand ça sera fait, eh bien un flux d'air comprimé le renverra vers le haut. Bien, alors regardons comment on prépare l'échantillon. Eh bien, on va le produit analysé, on va le mettre dans un solvant. Ok, donc en général 5 à 10 mg du produit pour un spectre de RMN du proton dans 1 ml de solvant. Et ce solvant, il est deutéré, c'est-à-dire qu'il comporte du deutérium. Alors le deutérium, c'est quoi? Eh bien, c'est l'isotope, le deutérium, c'est l'isotope naturel de l'hydrogène. Je vais le noter comme ceci, puisqu'il a un nombre de masse de 2. Il a un proton et un neutron. Alors pourquoi on utilise des solvants deutérés avec du deutérium? C'est parce que si l'on utilisait des solvants avec de l'hydrogène, CHL3, on aurait le spectre, on aurait principalement le spectre du solvant. Ainsi, on évite, avec les solvants deutérés, on n'a que le spectre de la molécule à analyser. Alors cette solution, elle se met dans un tube de verre que vous voyez ici. Ici, vous avez la solution, le tube de verre. Et autour de ce tube de tube de verre, on le met dans ce bidule bleu, qui est un spinner, qui va pouvoir, en fait, il est muni d'ailettes, et lorsqu'on envoie de l'air comprimé vers le bas, cela fait tourner le tube par mouvement de rotation rapide, qui permet de minimiser l'effet de l'hétérogénéité du verre. Puisqu'en fait, ce qu'on regarde, c'est des déplacements chimiques extrêmement faibles, des parties par million. Et il faut que le verre soit parfaitement homogène. Et en le faisant tourner très rapidement, on n'a pas ces problèmes-là. On n'a pas de problème d'hétérogénéité de verre. Alors vous reconnaissez ici le tube avec le spinner, ok.
Eh bien, bon, les appareils de résonance magnétique nucléaire sont extrêmement coûteux. Il faut qu'ils fonctionnent jour et nuit. Et c'est un robot qui va prendre ce tube. Vous le voyez ici. Donc les tubes, dans la journée, on les met ici sur ce qu'on appelle un passeur d'échantillons. Et la nuit venue, eh bien, le bras du robot qui est ici va prendre le tube et puis va l'envoyer ici dans la bouteille thermos, dans le conduit que je vous ai montré tout à l'heure. Il va descendre dans la base de la bouteille thermos, ce qui permettra l'enregistrement du spectre de résonance magnétique nucléaire. Donc toute la nuit, n'est-ce pas, de façon automatique, le bras du robot va prendre le tube, ce tube va être envoyé vers la base de la bouteille thermos, l'enregistrement du spectre de résonance magnétique va se faire, le tube va être renvoyé vers le dessus, le bras du robot va le prendre, va le remettre sur le passeur et on va recommencer avec un autre tube et ainsi toute la nuit. Et le matin, le chercheur trouvera sur son ordinateur le spectre de résonance magnétique nucléaire du proton ou du carbone 13. Donc là, on vous a reproduit un spectre d'absorption de la caféine. La caféine, c'est ce que vous avez pris ce matin avant de venir et c'est ce que vous prendrez avant le bac là pour passer des nuits blanches. Donc, ce spectre, il a été enregistré dans de l'eau lourde, c'est-à-dire elle comporte du deutérium. Alors ici, vous avez le spectre de la molécule, la molécule est toujours pareil. Les chimistes étant des feignants, on met les carbones, mais on ne met pas les hydrogènes. Donc il faut savoir, première chose, il faut savoir où mettre les hydrogènes. Ben, ici, il y a le carbone. Le carbone, il a 4 pattes, donc il va y avoir ici 3 hydrogènes. Ici, c'est la même chose, c'est un carbone, il y a 3 hydrogènes qui se mettent ici. Et puis ici, c'est la même chose, il y a 3 hydrogènes qui se mettent ici. Et puis, on n'a pas fini, hein. Il y a ce carbone-là. Le carbone, il est tétravalent, il y a 1, 2, 3, il manque un hydrogène qui se met là. OK ? Donc finalement, j'examine les courbes d'intégration. J'ai combien de pics ? J'ai 1 pic, 2 pics, 3 pics, 4 pics, 5 pics, 5 pics. Mais combien j'ai de groupes de protons ? J'en ai un ici, j'en ai un deuxième ici, un troisième là, un quatrième là. Ah zut alors, et j'ai 5 pics. Ben oui, parce que en fait, l'eau lourde contient toujours des traces d'eau H2O. Et ces traces vont vous donner ce pic qui est ici, dont le déplacement chimique est connu et tabulé. Alors, vous pouvez voir en regardant les courbes d'intégration, ici un proton, c'est forcément le proton qui est en noir. Et ensuite, vous avez 3 protons que vous allez attribuer, ces 3 protons, ces différents méthyles qui sont sur ici le spectre. Voilà. Alors c'est à vous maintenant de jouer. Hein. On vous a donné, Claude Niebel et moi, 2 composés, le composé A, le composé B. On va vous montrer comment on enregistre les spectres de résonance magnétique nucléaire et d'absorption infrarouge. Et ça sera à vous à nous dire bien c'est quoi A, c'est quoi B. Mais on vous donne quand même, on vous aide, on vous donne une liste de composés.